le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Association des Amis du Muséum de nous recevoir ici, dans ce lieu très beau et chargé d'histoire. Merci à ses membres et au Muséum. Alors je vais présenter sans plus tarder cet ouvrage qui s'appelle « La saga des Bourbons, Henri, roi de Navarre » et qui est donc mon dernier roman, car il s'agit d'un roman. Alors d'abord, pourquoi ce titre? Vous pourriez vous poser la question, pourquoi ce titre, La saga des Bourbons? Eh bien parce que, normalement, si Dieu nous prête vie et que les lecteurs nous écoutent, ce devrait être le début d'une saga, d'une série. Je me tourne vers mon éditeur qui est là, parce que c'était effectivement l'idée qu'on avait au début, et je le remercie d'avoir porté ce projet avec moi. Premier qui a régné, là je ne vous l'apprends pas, à savoir le bon roi Henri. Le bon roi Henri de Navarre. De cette dimension-là, donc finalement avec quelques tonneaux, un peu de paille, quelques fagots, une table, un banc, voilà, vous avez bloqué la rue. Et donc ça commence à ce moment-là. Et pourquoi est-ce qu'il y a des barricades? Je vais vous expliquer dans quelques instants. Nous sommes en 1588 et la France est au cœur des guerres civiles qu'on a appelées plus tard les guerres de religion. C'est une période terrible, on ne va pas faire toute l'histoire des guerres de religion en quelques minutes, mais c'est quand même une période qui a beaucoup marqué l'Europe et la France, et qui nous paraît un petit peu lointaine, qui s'est un peu atténuée avec les siècles, mais qui est vraiment une période terrible. 40 ans de guerre civile. 40 ans de guerre civile, ça veut dire que la plupart des personnes, à la fin, si vous voulez, des conflits, n'avaient connu que la guerre. On avait des millions d'enfants de la guerre, on dirait pour d'autres, qui n'avaient jamais connu que ça. 40 ans de guerre civile, à l'époque où l'espérance de vie est beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, c'est énorme. Alors, vous avez ici un tableau qui vous montre beaucoup d'autres destructions qui pouvaient se produire. On dit beaucoup que la Révolution a détruit dans notre pays, et spécialement d'ailleurs dans la région de Charente-Maritime. C'est vrai, mais en fait, souvent, ce sont les guerres de religion qui ont plus détruit que la Révolution. Et pas seulement les Huguenots, hein, je ne prends pas parti, hein, je ne veux pas vexer les opinions de certains d'entre vous, mais voilà, c'est un exemple de destruction des images, et puis il y a aussi la destruction des hommes, donc vraiment une violence terrible. Et puis ça commence comment? Ça commence à la mort d'Henri II, qui meurt brutalement, blessé lors d'un tournoi en juillet 1559, et il aurait déclaré au moment de mourir que mon peuple persiste et demeure ferme dans la foi en laquelle je meurs. Et c'est peu dire que ça n'a pas du tout été le cas. Pourtant, sa succession semble assurée. Alors là, vous les reconnaissez, Louis II, le fils de François Ier, la célèbre Catherine de Médicis, et puis ses enfants, vous voyez, ils sont très nombreux, il y a quand même 4 fils, il y a une fille aussi, la future reine Margot. Donc la succession semble assurée, et celui qui va lui succéder, c'est François II, qui est un jeune de 15 ans, il est marié à Marie Stuart, et il meurt au bout d'1 an et demi. Et l'enfant qui lui succède, c'est vraiment un enfant, il a 9 ans, c'est Charles IX, et du coup c'est une période de régence qui va être la régence de Catherine de Médicis. Comme souvent à l'époque des régences, le pouvoir est moins assuré, et ça va être le début d'une longue période de guerre qui va être en fait un mélange de paix incertaine, boiteuse, d'édits de pacification, rapidement violés, et puis avec aussi la progression importante de la structure protestante qui, au fur et à mesure des édits, acquiert ce qu'on appelle des places de sûreté, c'est-à-dire des places fortes, dont La Rochelle d'ailleurs, qui sont en fait de véritables cités garanties militairement comme étant autonomes au sein du royaume. Garantie, si vous voulez, pour les protestants. C'est vraiment une sorte d'État dans l'État qui fragilise quand même beaucoup le pays. Et puis une multitude d'interventions étrangères, espagnoles, allemandes, hollandaises, pontificales, comme souvent dans les périodes de faiblesse. Dans un premier temps, Catherine de Médicis, qui devient régente, choisit d'abord une politique de conciliation. C'est l'époque du chancelier Michel de l'Hôpital, peut-être cette grande figure un peu œcuménique. Elle tente de concilier les Huguenots et les catholiques. C'est l'époque où, par exemple, on va organiser le culte dans les mêmes endroits. L'église, à telle heure les protestants, et puis à telle autre heure les catholiques. 500 ans après, on n'arrive toujours pas à le faire. Et puis, pour organiser un peu la ferveur populaire, elle décide d'organiser un grand voyage du jeune Charles IX, qui est un enfant, pour renouer un petit peu avec
l'amour du peuple pour son roi. C'est quelque chose de très important. La personne royale est très populaire et sacrée, en fait. Le roi n'a pas du tout besoin d'ailleurs de protection, parce qu'il est vraiment vénéré. Et donc elle organise un grand voyage, et puis ce voyage dure plusieurs années dans tout le royaume, avec ses jeunes frères, bon, son jeune frère François et son jeune frère Henri, futur Henri III. Et puis également un lointain cousin qui a un parler fort méridional et qui s'appelle Henri de Bourbon. Le voilà, Henri de Bourbon, pas tout à fait comme vous le connaissez, vous voyez, la mode n'était pas encore à la barbe. Et puis surtout, il était plus jeune. Parce que les familles princières se disputent autour du trône royal, surtout les familles de Condé, les protestantes, et la famille de Guise, les familles catholiques, qui se disputent autour de la personne du roi et puis pour la conduite du royaume. Une date sera très importante dans cette histoire des guerres des religions. C'est au terme d'une nouvelle paix, l'édit de Saint-Germain en 1570, une nouvelle tentative de conciliation. L'amiral de Coligny, que vous connaissez sûrement, forcément, fallait dire, rentre même au conseil du roi. On sent une vraie période de rapprochement entre les différents partis huguenots et catholiques. Et pour sceller cette grande réconciliation, un mariage est organisé. Catherine de Médicis décide de donner sa fille, Marguerite, donc la sœur du jeune roi, à l'un des principaux chefs du parti protestant, ce fameux Henri de Bourbon de Navarre. On organise un grand mariage qui a lieu à Paris. Pour cela, tout le parti protestant vient, la noblesse catholique et la noblesse protestante se déplacent à Paris pour célébrer ces noces. Et puis, les choses ne se passent pas comme on pouvait le penser. Alors ça commence avec l'assassinat de l'amiral de Coligny, et puis un massacre a-t-il été ordonné par le roi? Le roi l'a-t-il laissé faire? Vous savez que 500 ans après, on en parle encore. En tout cas, les choses se sont faites au nom du roi, et ce massacre épouvantable, évidemment, dure des jours et même des semaines en province. Mais je dirais le plus grave dans ce massacre, parce que malheureusement ce n'est pas le seul massacre des guerres de religion, le plus grave c'est que la parole royale est complètement décrédibilisée. Jusque-là, il y avait des ministres, on pouvait toujours dire le roi est mal conseillé, il est jeune, il est mal informé, c'est des choses qu'on disait beaucoup en fait dans les provinces. Mais là, on a vraiment, en tout cas toute la partie protestante, a vraiment l'impression que le roi a voulu les massacrer. Et donc finalement, la parole royale perd de sa force et de sa crédibilité, et ça c'est grave pour l'image du roi. Ça entraîne évidemment une recrudescence des troubles, parce que le massacre, d'une certaine manière, a échoué, il n'a pas réussi à décapiter complètement le parti protestant. Les exactions continuent et reprennent avec une violence terrible, et les premières victimes, évidemment, c'est toujours la population civile. Le jeune roi Charles IX, que vous avez vu tout à l'heure, c'est sûrement l'histoire, 2 ans plus tard seulement, 2 ans plus tard, il y a une vingtaine d'années, 24 ans, il meurt, probablement de maladie, mais probablement aussi de remords d'avoir laissé faire, de ne pas avoir pu empêcher ce massacre. Le nouveau roi, auparavant c'était le duc d'Anjou, le voilà, c'est Henri III. Lorsqu'il apprend la mort de son frère, il rentre précipitamment de Pologne, parce qu'il était parti en Pologne se faire élire roi. Puis, c'est l'histoire de la Pologne, enfin, la monarchie est élective, et étant le frère cadet d'un roi de France jeune qui était appelé à vivre longtemps, il cherchait une autre couronne, et puis finalement l'histoire en décide autrement. Et il s'enfuit de Varsovie d'ailleurs, parce que les notables polonais n'ont pas très envie de le laisser partir, pour aller donc être couronné roi de France, qui est infiniment plus prestigieux que d'être roi de Pologne. L'influence de la reine Catherine reste importante, bien que le roi soit majeur, l'influence de la reine Catherine reste très importante. Et Henri III, dans les premières années de son règne, on l'a un petit peu oublié, organise toute une série de réformes administratives et politiques qui sont assez importantes. Par exemple, si nous avons des secrétaires d'État aujourd'hui, c'est parce que Henri III les a créés. Il va épouser Louise de Lorraine, que vous voyez ici. C'est un mariage d'amour. Ils n'ont pas d'enfants, c'est un mariage d'amour. Et ça a une autre conséquence, c'est que cette reine Louise de Lorraine, qui est tout à fait
protectrice de son mari. Elle est aussi parente à la famille des Guise, qui sont très importants, la famille des Guise-Lorraine, une succession de cousinage. Et cette famille des Guise se réclame d'une ascendance prestigieuse, plus prestigieuse finalement que celle des Valois. Les Valois sont arrivés au trône dans des conditions un peu controversées à l'époque de la guerre de 100 ans. La famille de Guise-Lorraine, elle se revendique carrément de Charlemagne. Les Carolingiens, et c'est une dynastie encore plus prestigieuse. Et puis cette dynastie, en plus, elle avait une particularité, c'est que, si vous vous rappelez au cours d'histoire, en fait, pour prendre le pouvoir, Pépin le Bref avait détrôné le dernier des Mérovingiens. Poussé les Mérovingiens pour prendre leur place. Et ça peut donner des idées à la famille des Guise. Voici les Guise. Le duc de Guise, Henri d'Ile Balafré, et son frère, le cardinal de Guise, dont on dit qu'il n'avait de religieux que l'habit, et qu'en fait c'était un véritable chef de guerre. Donc un des princes très puissants, très brillants aussi, comme pouvaient être des princes de la Renaissance, comme, si vous voulez, colérique, séducteur, combatif, et en même temps très populaire, voilà, très populaire auprès de la population. Et donc une vraie popularité, un fanatisme vraiment, une dévotion démagogique et très forte pour ce personnage. Et leur influence devient de plus en plus importante dans ces années, cette décennie des années 470, pendant que les conflits et les édits de paix se succèdent sans parvenir réellement à établir une paix définitive. Le parti protestant, de son côté, a réussi à échapper à la Saint-Barthélemy et est structuré également principalement autour d'Henri de Navarre, échappé en promettant de se convertir. Il s'est converti, puis une fois qu'il est reparti, de nouveau, il a repris la religion protestante. Et puis le prince de Condé également, qui est un grand personnage. L'influence étrangère reste très forte, et finalement, on a l'impression que la France n'arrivera pas à sortir de cet état de guerre permanent dans lequel elle est déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et ce, d'autant que les morts violentes sont nombreuses à l'époque. Les morts, on a parlé celle de Charles IX, mais il y a aussi celle du père du duc de Guise, qui est mort brutalement, celle d'Henri II, de nombreux autres encore, on meurt brutalement à l'époque des guerres de religion, au combat bien sûr, mais aussi parce qu'on est assassiné, parce qu'on est empoisonné, et puis parce qu'on tombe brutalement malade, et c'est quasiment la même chose à l'époque. Les progrès de la médecine sont tels, s'il y a des médecins parmi vous, les progrès de la médecine sont tels que voilà, on ne sait pas toujours bien distinguer ce qui peut être un empoisonnement d'une maladie, et on ne saura sans doute jamais si certaines personnes n'ont pas été empoisonnées ou sont tombées brutalement. Et donc la couronne tient donc à Henri III, que nous avons vu, qui n'a pas d'enfant, hein, il n'y a pas de succession. Et puis, ce qui est important, c'est de savoir qui régnera après lui, au cas où, sait-on jamais, une catastrophe s'abattrait sur lui. Son successeur, c'est son jeune frère, François d'Alençon, qui n'a même pas 30 ans. Lui aussi, c'est un prince agité, querelleur, assez jaloux, parce que c'est le petit dernier. Tous les autres ont régné, finalement, bon, ils sont morts, on dirait. Et lui, il aimerait bien avoir une couronne, alors il essaie de chercher des couronnes du côté des Pays-Bas, bon, ça ne marche pas. Il voudrait épouser aussi une princesse, il voudrait épouser la reine d'Angleterre, ça ne marche pas non plus. Et puis, il meurt brutalement, lui aussi, même pas 30 ans, sans avoir eu d'enfant, sans avoir de descendants légitimes. Du coup, plus de successeur à Henri III. Et là, une véritable consternation secoue l'ensemble de l'Europe. Ça veut dire que si Henri III disparaissait, le jour où il disparaîtra, son successeur, comme il n'a pas d'enfant, ce serait un prince très lointain qui se trouve être un prince protestant, un hérétique. Le cousinage entre les deux princes est très lointain parce qu'il remonte à Saint-Louis. C'est en fait le dernier fils de Saint-Louis, Robert de Clermont, qui est à l'origine de la branche des Bourbons. Tout ça, en tout cas par les hommes, hein, parce que par les femmes il y a un peu plus de rapprochement, mais par les hommes, le cousinage est très lointain. Et puis, surtout, le principal problème, c'est ce côté huguenot, le fait qu'il est protestant.
Et puis alors pour toute une partie de l'Europe et des huguenots français, ça peut être aussi l'occasion finalement, peut-être que c'est un signe des dieux, Dieu leur envoie un signal, et que finalement, comme l'Angleterre est passée à la réforme, comme de nombreux pays allemands sont passés à la réforme, la France, elle aussi, va passer à la réforme. Est-ce que c'est l'avènement finalement d'un hérétique sur le trône de France qui s'annonce? Et puis, est-ce que les catholiques pourront l'accepter? Alors c'est le duc de Guise qui prend la tête de l'opposition, il crée la Ligue, il recrée la Ligue, et puis c'est le fameux ligueur qui va semer l'effroi et la terreur pendant de nombreuses années. Il fait pression sur le roi de France et il lui obtient l'interdiction du culte réformé dans tout le royaume, ainsi que l'exclusion d'Henri de Navarre de la couronne. Lui et ses successeurs sont exclus à tout jamais des droits à la couronne. C'est assez habile de la part du duc de Guise, évidemment. Et cela provoque surtout un embrasement général. De nouveau, le parti protestant se mobilise et la guerre reprend de plus belle. Vous avez un exemple de scène dans un massacre qui est plutôt au début de la période des guerres de religion, mais malheureusement l'esprit reste le même, hein, vous voyez. Voilà, des victimes très nombreuses, les campagnes sont ravagées, pillées, hein, la population civile est rançonnée, et puis les bandes armées circulent en France, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient étrangères. Alors, vous avez une petite carte, sauf que vous avez toutes les cartes, mais enfin, ça donne une petite idée un petit peu. Vous voyez que le territoire contrôlé par la Ligue, en vert clair, est considérable. C'est un grand nord-est qui va jusqu'à la Bretagne, vous voyez, avec des régions aussi très ligueuses dans le sud. C'est la France de l'époque, hein, vous voyez, donc il y a une partie du territoire sur l'est. Donc tous ces territoires, notamment des grandes villes comme Rouen, comme Lyon, sont aux mains de la Ligue, alors que les protestants sont plutôt implantés dans le Midi, vous voyez, en Chelle bien évidemment, mais aussi, vous voyez, dans la Gascogne en général, avec les États du roi de Navarre. Un pays qui est complètement divisé, une France qui est vraiment, qui n'obéit plus aux ordres du roi, loin s'en faut. Puis voilà, des troupes étrangères qui vont être dans différents endroits, donc un État vraiment désastreux. Et puis, je vous parlais du pouvoir royal, et c'est ça qui est terrible, c'est que le royaume est déchiré, mais le pouvoir du roi est plus faible que jamais, finalement. Le fanatisme, surtout, est très fort. Les prêcheurs, c'est un défilé religieux et politique en même temps. Le fanatisme est très fort. Les prêcheurs religieux et politiques exacerbent les haines, les curés notamment, et puis les prêcheurs huguenots aussi de leur côté. À Paris est créé le Conseil des 16, qui est une institution révolutionnaire en fait, les 16 quartiers de Paris, qui est favorable au duc de Guise, très favorable au duc de Guise, et qui est vraiment révolutionnaire d'esprit. Hein. Il y a des historiens qui ont travaillé sur les parallèles entre Paris sous la Ligue et Paris sous la Révolution. D'un autre côté, les conseillers du roi rivalisent autour de lui pour obtenir le plus d'influence possible. Et puis, le parti du duc de Guise, donc qui est riche d'une véritable armée, plusieurs milliers d'hommes, et avec son chef, le duc de Guise, qui est, je vous le disais, extrêmement populaire. Et c'est dans ce contexte que se déroule le roman que j'ai l'honneur de présenter devant vous. Revenons à la journée des barricades. Vous vous rappelez, mai 1588. Alors que se passe-t-il? Le duc de Guise est tellement populaire que le roi en a peur. Il est alarmé par les préparatifs militaires qu'organise le duc de Guise et il interdit au duc de Guise de paraître à Paris. Il lui interdit de venir à Paris, où séjourne le roi. Le roi, à l'époque, séjourne au Louvre. Pas encore à l'époque de Versailles, bien sûr, on n'est plus à l'époque du château d'Allemagne. Il séjourne au Louvre, il est presque assiégé un petit peu dans sa ville, cette ville très favorable au duc de Guise. Il interdit donc au duc de Guise de venir à Paris. Mais le duc de Guise, conscient de sa popularité, joue un grand coup, et ça va être un événement assez spectaculaire de l'histoire de France, parce que des images en fait. C'est son entrée à Paris. Il va braver l'interdiction du roi, et il va entrer dans Paris. Mais très habilement. Il entre tout seul. Parce que s'il était entré
avec son équipage, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire sa troupe, c'est-à-dire quelques hommes d'armes, 5, 10, 15 soldats, on aurait pu lui reprocher de venir en armes. Il aurait pu éventuellement être assassiné ou blessé. Il se serait vraiment exposé aux conséquences d'une désobéissance. Et politiquement, c'est très habile. Il rentre tout seul. Il arrive, il se présente à la porte de Paris. C'est probablement organisé, bien sûr. Et puis alors, en quelques minutes, et encore plus en quelques heures, il y a un attroupement, puis en fait une foule énorme qui se rassemble autour de lui, qui l'acclame. Vive le duc de Guise, vive Guise, la France est sauvée. On acclame le duc qui entre dans Paris. Et alors, que faire contre une manifestation populaire? Parce qu'en même temps, c'est des gens qui ne sont pas du tout armés, c'est des gens, c'est des villages, enfin pas des villageois, mais c'est les artisans, les ouvriers, les femmes, les enfants, ils lancent leur chapeau. Tout ça est merveilleusement bien organisé, c'est vraiment un coup de com', si je puis dire. Il n'y avait pas de vidéo, mais s'il y en avait eu, je pense qu'il y aurait une excellente vidéo. C'est l'esprit, en tout cas. Et puis, il va jusqu'aux portes du Louvre. Le roi est obligé de le recevoir. Il y a une entrevue très tendue, je raconte dans le livre. Et puis, le roi se sent évidemment très en insécurité. Il a l'impression qu'on va venir lui trancher le cou, lui couper le cou dans le Louvre. Et alors, il mobilise des troupes. C'est surtout des troupes étrangères, d'ailleurs, suisses ou allemandes. Et alors, il fait entrer des troupes dans Paris. La rumeur s'en répand. La population se révolte et dresse ces fameuses barricades dont je vous parlais pour empêcher en fait ces troupes étrangères de rentrer dans Paris. Là aussi, vous voyez des similitudes qui sont intéressantes avec d'autres épisodes de notre histoire, et notamment la Révolution française. C'est là qu'apparaissent deux des protagonistes de mon héros. J'en ai inventé quelques-uns, pas beaucoup, j'en ai inventé quelques-uns, qui sont deux personnages au service du roi de Navarre. L'un s'appelle Iñaki, il est basque, il est catholique, et l'autre s'appelle Samuel, il est protestant, et il est de Saint-Onge. Et moi, ils sont amis et ils travaillent ensemble, œuvrent ensemble. Et ils ont un message à remettre, à dire au roi de France, qui est une proposition d'alliance entre le roi de Navarre et le roi de France. Ils doivent lui remettre ce message secret, ils doivent arriver à le voir. Alors ça peut paraître surprenant, puisqu'ils sont ennemis, justement, Henri de Navarre et Henri III. Mais, si vous vous souvenez, ils ont fait le voyage ensemble, ils ont passé quelques années en fait ensemble, ils sont quand même cousins, ils ont pu apprendre à s'estimer, ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Mais finalement, dans la situation dramatique où se trouve Henri III, il ne peut plus compter sur le grand monde. Et il sait qu'il y a quand même une personne dont il connaît la loyauté, c'est le roi de Navarre. Ah, ils sont éloignés, ils ont des intérêts éloignés, mais la loyauté, en ces temps difficiles, c'est quelque chose d'important. Et donc, d'une certaine manière, cette loyauté du roi de Navarre est peut-être son dernier espoir. Huguenot, l'auteur religieux et littéraire, tout à fait remarquable, toujours très sévère et très austère, mais très savant. Sully, vous connaissez bien, vous savez, c'est labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Voilà. Mais ça, c'était avant le labourage et pâturage. Voilà, Henri de Navarre lui-même, bien sûr. Et puis, Prince de Condé, qui justement vient de mourir brutalement, au printemps 1588, là aussi, d'une manière un peu suspecte. On en parle encore, et je ne peux pas vous dire de manière définitive s'il a été empoisonné ou s'il est mort de maladie. Il a très bien pu mourir de maladie aussi, donc d'autres soins à l'époque. Ce qu'on appelle les royalistes, c'est tout dire d'ailleurs, on les appelle les royalistes. Vraiment, dans un royaume, tout le monde est royaliste. Mais là, c'est dire que finalement, ce n'est qu'un des partis du pays qui sont donc derrière Henri III, il a un petit peu fois. Et puis donc son chancelier, Hureau de Cheverny, et puis quelques-uns de ses favoris, le duc d'Épernon, gouverneur d'Angoumois, particulièrement célèbre, Mignon du Roi, qui était vraiment très lié à Henri III aimait beaucoup. Et puis d'autres, comme le marquis d'O, qui tente de rivaliser avec l'influence du duc d'Épernon. Autour de cette garde rapprochée des royalistes auprès d'Henri III, il y a aussi les fameux 45. Les 45, c'est une troupe de 45 nobles, de petite noblesse, qui ont été choisis par Henri III et qui ont prêté un serment personnel à Henri III.
c'est une garde rapprochée. C'est un peu comme les gardes suisses du pape, si vous voulez. Dans des temps incertains, on a peur de se faire assassiner, et on se fait assassiner en général par les personnes qui sont les plus proches de vous. Henri III voulait constituer depuis quelques années une garde rapprochée, qui lui est particulièrement fidèle et qui va aussi exécuter toutes les missions qu'il lui donne, les 45. Et puis la Ligue, alors oui, ils sont un peu plus nombreux là, c'est un effet. Donc Henri Balafré, le cardinal, leur autre frère Mayenne, leur cousin Mercœur, et puis il y a même leur sœur, la duchesse de Montpensier, qui est une véritable passionnariat, très hostile à Henri III. Et ils sont, semble-t-il, bien décidés à prendre le pouvoir. Alors, prendre le pouvoir de quelle manière? On en discute encore. Est-ce qu'il s'agit simplement de devenir lieutenant général du royaume, c'est-à-dire en fait exercer pratiquement toutes les missions du roi? Est-ce que l'idée de l'assassinat d'Henri III était plus ou moins long terme envisagée? Est-ce qu'on n'envisageait pas aussi de l'enfermer dans un couvent, de le détrôner et de l'enfermer dans un couvent, un petit peu comme les Carolingiens, vous en parlez tout à l'heure, avaient fait avec le dernier des Mérovingiens? Est-ce qu'on n'envisageait pas aussi, du côté des Guises, d'organiser une nouvelle élection à l'occasion des États généraux et de désigner un nouveau roi, le dernier roi étant empêché, comme on dit, et ce nouveau roi ayant été, selon toute probabilité, évidemment, le duc de Guise? Les historiens en discutent encore et je choisis certaines de ces hypothèses dans l'ouvrage qui sont, sinon absolument attestées, du moins tout à fait vraisemblables. Et puis l'intervention aussi des puissances étrangères, qui ne cessent d'intervenir de plus en plus dans la vie du royaume. L'Espagne, bien sûr, Philippe II d'Espagne propose l'une de ses filles comme candidate pour succéder à Henri III. Et puis les autres puissances interviennent également. Vous avez ici la reine, la reine Élisabeth d'Angleterre qui intervient également. Et puis le pape Sixte V qui soutient la Ligue et même soutient pas mal l'Église et qui a excommunié Henri de Navarre. Et puis signalons aussi un parti qui s'appelle les politiques et qui sont un peu plus modérés, si vous voulez, qui sont plutôt attachés à fonctionnant à la continuité de l'État plutôt qu'à la personne même du roi. Mais il y a quelques personnalités remarquables dans ce parti, notamment Montaigne. C'est déjà l'époque de la propagande. Les tensions religieuses sont très violentes, la propagande est très forte, et la Ligue, notamment, est très organisée avec des campagnes de presse, de diffusion de ce qu'on appelle les libelles, c'est des petits journaux, si vous voulez. Grâce à l'imprimerie, ça se diffuse très bien, c'est très bien organisé. Et ces caricatures, qui sont extrêmement violentes, qui font vraiment mouche. Vous voyez, là, on voit le diable, vous voyez, qui souffle, qui murmure à l'oreille du duc d'Épernon. Donc là, oui, c'est une gravure déjà en faveur des Guises, et qui lui-même inspire Henri de Valois, on l'appelle même plus Henri III, on l'appelle Henri de Valois, dans ses attitudes. Donc, vous voyez, des images comme ça, avec une grande force, c'est déjà le règne de la caricature, c'est déjà les campagnes de com et, j'allais dire, les fake news. Alors, revenons à nos personnages. Ils arrivent au Louvre, enfin, Iñaki et Samuel. Ils cherchent à voir le Louvre et ils entrent dans le Louvre. On rentrait assez facilement à l'époque dans le château. Et puis alors là, ils trouvent un personnel hagard. Le roi a disparu. Le roi s'est enfui. Henri III, tout seul, s'est enfui de Paris. Il a senti que, j'allais dire, son heure était proche, et que s'il restait, il risquait de se faire attraper par la population, ou par le duc de Guise, ou par les deux. Et il s'est enfui tout seul. Aussi, ça fait penser à la Révolution française, comme la fuite de Louis XVI. Louis XIV aussi s'est enfui tout seul, étant enfant de Paris. Paris est très révolutionnaire et incontrôlable. Et là, Henri III est parti à cheval, tout seul, comme ça. Il a disparu, alors ils essaient de le retrouver, ils finissent par le retrouver, et il a pris ses quartiers dans différents châteaux royaux de la Loire, et surtout dans le château de Blois, que vous voyez ici, et qui va être l'un des lieux importants du livre, puisque beaucoup de choses s'y passent, et puis
tentative de rapprochement, alors je ne vous raconte pas tout, mais tentative de rapprochement entre l'Église et, pardon, entre Henri de Navarre et les deux Henri de Navarre et Henri III, se font difficilement, alors que l'Église, eux, sont bien décidés à empêcher cette alliance. Ils veulent empêcher, évidemment, ce rapprochement. Ça se passe dans différents endroits, le livre. Alors, on va au château de Blois, on va à Paris également, bien sûr, j'en ai parlé. On va en Saintonge, dont est originaire l'un des personnages. Notamment, on passe au village de Méliès-sur-Boutonne, vous connaissez. L'Île-de-France, la vallée de la Loire, Blois et le château de Blois, et puis également la Gascogne, le château de Nérac, qui est un endroit important du pouvoir du roi de Navarre, et puis également l'Auvergne, avec le château d'Usson, aujourd'hui disparu, où la reine Marguerite de Valois, vous savez, la reine Margot, tient sa cour, et où réside l'amoureuse de l'un des héros, car ce livre, c'est aussi un roman d'aventure, un roman d'amour, avec des péripéties. Alors je ne peux pas vous les raconter toutes, bien sûr, parce que ce n'est pas très intéressant de vous raconter maintenant. Je les ai voulu toujours, sinon systématiquement vrais, du moins vraisemblables. Et dans la manière dont les personnages historiques s'expriment, je vais terminer avec ces quelques mots, j'ai essayé de respecter toujours l'esprit et de faire revivre les personnages comme ils avaient pu être. On voit Catherine de Médicis, on voit Henri de Navarre, on voit Henri III, on voit Sully, on voit le duc de Guise. Ça n'est pas facile d'écrire un roman qui se déroule durant une période historique, et c'est encore moins facile quand on a eu une formation justement académique comme la mienne, parce qu'on pense toujours au regard des spécialistes, ses confrères, ses amis. Le pire, c'est les anciens professeurs. Même si, je ne crois pas qu'il y en ait dans cette salle, mais même s'il n'y en a pas, ils sont un peu présents, vous savez, de manière un peu inconsciente. Des grandes figures tutélaires, mes anciens professeurs de l'école des Chartes, voilà, j'ai eu souvent l'impression qu'ils étaient penchés sur mon épaule quand j'écrivais et qu'ils avaient un petit sourire, indulgent mais moqueur, voilà, pour... Oh, Perrault, vous écrivez de romans historiques maintenant. D'ailleurs, vous pourrez constater que dans cet ouvrage, il y a quand même un petit appareil scientifique, il n'y a pas toujours dans les romans historiques, il y a une petite introduction historique, il y a une carte, il y a une chronologie, il y a des tableaux généalogiques, il y a un index des personnages même, une table des personnages qui est sans doute un peu longue, voilà, une bibliographie qui est sans doute un peu courte, mais voilà, j'ai voulu, puis je pense que c'était peut-être intéressant aussi la plaisanterie, c'est intéressant aussi d'avoir quand même quelques éléments de repère pour ceux qui n'auraient pas été professeurs à l'école des Chartes. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est difficile d'oser faire parler des personnages historiques quand ils sont célèbres, quand ils sont inconnus, dont l'existence n'est pas attestée, comme les quelques-uns, Samuel et Iñaki dont je vous ai parlé. Bon, c'est un petit peu plus facile, un peu moins difficile. Mais c'est vrai que faire parler Catherine de Médicis, en plus on n'est pas le premier, il y en a d'autres, voilà, tout ça, c'est difficile, donc il y a des difficultés, des inhibitions, et c'est pour ça que j'implore votre indulgence. Mais en même temps, je crois quand même que si je l'ai fait, il y a quand même des raisons, et je crois qu'il faut oser se lancer pour faire revivre au plus près les périodes de l'histoire, surtout ces périodes de basculement, comme celle-ci, les années des guerres de religion, le basculement, l'avènement très difficile d'Henri IV. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de montrer ces périodes où l'histoire aurait pu être différente. Parce que bien sûr, avec le recul, je suis sûr que vous savez que le duc de Guise a été assassiné et qu'Henri de Navarre est devenu roi de France. Mais... Il semblerait. Voilà. Il semblerait, voilà. Donc, du coup, on a une vision, si vous voulez, un peu linéaire du passé. On pourrait avoir l'impression que c'était forcément, que ça aurait dû être comme ça, que ça ne pouvait être que comme ça, puisque ça s'est déroulé comme ça. Et en réalité, moi je crois que l'histoire, c'est l'actualité de nos ancêtres, c'était pas écrit comme ça forcément. Et d'abord parce qu'il y a une des causes de ça, c'est que je crois qu'on voudrait bien croire que les hommes sont guidés par la raison. On aimerait que les hommes soient guidés par la raison.
On aimerait, nous, être guidés par la raison. Et on aimerait se dire aussi, quand on regarde les événements du passé, que les révolutions, les bouleversements, la prise de la Bastille, la journée des barricades dont je vous parlais, sont le fruit d'un raisonnement, d'un aboutissement logique, cohérent, une suite de causes profondes et de causes immédiates. Vous savez, cause profonde, cause immédiate, vous savez, il y a ça dans tous les manuels d'histoire. À la Première Guerre mondiale, cause profonde, cause immédiate. Voilà. Et c'est vrai que le positivisme du 19e siècle, l'esprit scientiste, les écoles historiques du 20e siècle aussi, la philosophie marxiste, l'école des annales, nous mettent un peu dans cet esprit rationnel. Tout doit pouvoir s'expliquer, il y a des causes, il y a des conséquences, elles sont identifiables, et si on ne les a pas encore identifiées, c'est parce qu'on n'a pas encore bien cherché, un peu comme les sciences dures d'ailleurs, mais on va trouver. Alors, on va trouver. Et moi je vous demande, est-ce que c'est la raison qui guide les hommes? Est-ce la raison qui guide les hommes? Aujourd'hui et hier, peut-être encore plus hier d'ailleurs, dans un monde, par exemple celui du XVIe siècle, où les gens sont très impulsifs, colériques, violents, passionnés. Est-ce que c'est la raison qui guide les hommes? Est-ce que les basculements de l'histoire ont vraiment des causes profondes peut-être, mais est-ce qu'elles sont vraiment provoquées par la raison? Est-ce que ce n'est pas les passions, justement, qui pilotent les hommes? On peut le regretter, mais bon, c'est un débat. Et du coup, la science historique pure, si vous voulez, rend la chose un peu plus difficile. C'est difficile d'étudier vraiment les causes irrationnelles, vous voyez, c'est un peu difficile. On peut y arriver dans certains cas, mais c'est quand même difficile. Et du coup, je pense que le roman permet de toucher un petit peu à ça. Parce que du coup, on peut se mettre dans la tête des personnes. On peut essayer, on peut quand même y arriver à certains moments, je pense. Et là, je crois qu'on atteint vraiment quelque chose que le livre historique n'apporte pas complètement. Ça se complète, si vous voulez, mais je crois que ce n'est pas concurrent, c'est complémentaire. On peut vraiment, avec un roman, faire revivre les passions des hommes de cette époque. On peut faire revivre leur joie, leur tristesse. Hein, je parlais tout à l'heure d'une période de guerre quasi perpétuelle où les gens de ce temps n'avaient quasiment tous connu que la guerre, par les plus âgés, à l'époque c'était rare. On peut faire revivre aussi les espérances, parce que on sait nous ce qui est arrivé, mais il y a des choses qui auraient pu arriver. Je parlais tout à l'heure des protestants qui croyaient et espéraient, et avaient peut-être des raisons de croire que la France aurait pu basculer dans la réforme complètement, comme l'état de principauté allemande, ou bien les ligueurs qui espéraient vraiment que le duc de Guise aurait pu, par exemple, détrôner Henri III, puis se faire désigner roi par les états généraux de Blois, qui sont racontés dans le livre d'ailleurs en 1588, justement, les états généraux se rassemblent, ils sont très favorables au duc de Guise, il aurait peut-être pu se faire désigner roi finalement. Et puis faire revivre aussi les angoisses, les peurs, la peur de l'hérétique, voilà, c'est ce qui explique d'ailleurs les grands massacres qui en sont faits, la peur des idolâtres, à l'inverse, de la part des Huguenots, l'angoisse millénariste, qui est très importante dans les esprits de l'époque. La fin du monde est toujours en perspective, l'apocalypse est toujours en perspective, et je pense qu'un roman, ça permet de faire revivre un petit peu ce qu'il y avait dans la tête des hommes de ce temps, qui n'est finalement peut-être pas si différent d'une autre, et notamment pour ce qui est de l'angoisse de l'apocalypse, et puis peut-être aussi du fanatisme religieux. Voilà, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes, et puis je vous remercie de votre attention.